Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Wamakaran. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mamoud. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Auditeurs et téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à ce grand dialogue de Studio Tamani que vous suivez sur 85 radios en live sur Facebook et sur 3 télévisions à travers le pays. Ce soir, nous allons parler de Covid-19 et éducation. Quels sont les enjeux pour cette année? Nos invités sont Boubacar Kanouté, qui représente le syndicat des enseignants signataires du 15 octobre 2016, Ibrahim Ali Askofare, qui représente l'association des élèves étudiants du Mali AIM, et Djougamadi Sissoko, parent d'élèves. Je suis Mohamedou Touré, bienvenue à toutes et à tous. Le Grand Dialogue. Quand on parle de Covid-19, on pense également à l'école. Aujourd'hui, Monsieur Kanouté, est-ce que vous pensez que les mesures barrières sont respectées dans les différents établissements scolaires et universitaires du Mali? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je remercie le studio Tamani pour cette initiative. En parlant de Covid-19, il y a beaucoup de situations qui sont là, des décisions qui ont été prises, des mesures qui ont été prises en lien avec l'école. Mais les mesures, il y en a plusieurs. À l'entame quand même de l'année scolaire, on a quand même tenté de nous réunir. Les différents partenaires de l'école se sont réunis pour échanger autour de la question de l'école. D'ailleurs, pour preuve, on avait initialement décidé de l'ouverture courant décembre, le 14 décembre, mais avec avec le fait que les cas étaient en train de se multiplier, on a jugé nécessaire, le comité scientifique, de reporter la rentrée au 25 janvier. Mais au préalable, on avait demandé les avis des uns et des autres, les partenaires, parmi lesquels la synergie des syndicats signataires. Et la synergie a eu à faire des propositions concrètes en son temps pour aider le gouvernement à prendre les mesures qui s'imposent pour une bonne rentrée scolaire et faire en sorte que les mesures barrières puissent être respectées. On a pris quand même un certain nombre de mesures. Mais à nos jours, on ne peut pas dire que les mesures sont respectées à 100%. On a quand même, pour un début, posé des actes tendant à faire qu'on puisse aller au respect de ces mesures-là. Si on ne peut pas dire que les mesures sont respectées, que peut-on dire? Que les mesures ne sont pas respectées? En termes de kit sanitaire, nous avons quand même demandé à ce que les établissements soient dotés en kit sanitaire, entre autres le gel hydroalcoolique, le dispositif de lavage de savon, des mains au savon. Et également, on a demandé à ce que, du point de vue masque, qu'il y ait au moins un certain nombre de masques par élève. Mais combien de masques par élève? 3 masques par élève. Mais à tout point de vue, on n'a eu qu'un masque pour les élèves. Et donc, tout le monde sait concrètement, les mesures ne sont pas respectées. Les mesures ne sont pas respectées. Quand on s'en tient à ça, le gel a tardé à arriver aux différents établissements. D'accord, on va revenir sur ça avec plus de détails. Monsieur Askofare, est-ce que les élèves et étudiants respectent les mesures barrières dans les établissements scolaires et universitaires? La question, elle est assez difficile, mais je vais partir sur la même lancée que l'enseignant sur le plateau. Il est difficile de dire aujourd'hui que ces mesures sont respectées à 100%. Vous savez, déjà, il faut savoir que dans le cadre de la lutte contre la Covid, il y a plusieurs mesures qui ont été édictées, notamment le lavage des mains régulièrement au savon, le respect de la distanciation sociale, le port du masque, etc. Donc, je pense que le respect des mesures barrières, c'est un peu difficile chez nous parce que ce respect dépend d'abord, c'est une responsabilité collective, mais après, il ne faut pas oublier la responsabilité individuelle. C'est très important. Donc aujourd'hui, dans nos écoles, de façon, je dirais, partielle, le port du masque est là, c'est respecté. Beaucoup de nos d'élèves et d'étudiants portent le masque.
Les kits de lavage de mains sont disponibles. Après, la distanciation sociale, c'est autre chose. Avec nos effectifs pléthoriques, ce n'est pas évident, mais je pense que beaucoup d'efforts sont faits dans ce sens, non seulement par l'État, les enseignants, les élèves, même si ce n'est pas toujours à hauteur de souhait, il faut reconnaître que beaucoup d'efforts sont faits. Est-ce que vous pensez que les élèves et étudiants portent réellement les masques? Évidemment. Au niveau de beaucoup d'établissements, le port du masque est respecté et je pense que nous sommes toujours dans la lancée de continuer à sensibiliser les uns et les autres pour le faire. Je ne dirais pas que tout le monde le porte, mais aujourd'hui, beaucoup prennent conscience de la responsabilité. Vous pensez que la majeure partie des élèves et étudiants portent le masque. Djugamadi Sissoko, êtes-vous d'accord avec ça? Je suis obligé d'être d'accord avec lui. Mais d'abord, je vous remercie pour cette opportunité que vous nous offrez. Bon, cette maladie elle est tellement bizarre que nous-mêmes on se pose la question, est-ce que vraiment ça existe ou ça n'existe pas? Mais en voyant les émissions que nous voyons tous les jours, nous sommes obligés vraiment d'y croire. Nous doutons maintenant que vraiment cette maladie existe bel et bien. Bon, on ne sait même pas quel article d'abord il faut utiliser pour cette maladie-là. Tantôt on dit le Covid, tantôt on dit la Covid. Mais que cela ne tienne. En vous posant cette question, est-ce que vous ne poussez pas vos enfants à ne pas pas croire du tout. à cette maladie? Non, je veux seulement être l'interprète de ce qui se passe sur le terrain. Moi, je ne suis pas habitué à biaiser avec les mots. Et moi-même, quand je fais le tour des écoles, quand je vais dans la ville et que je regarde les gens au niveau des transports, comment c'est là, je me pose la question, est-ce que vraiment tout le monde y croit? Moi, j'y crois fermement, parce que moi, j'ai toujours mon masque en poche et je vais avec ça là où je dois aller. Et quand nous avons commencé, l'ouverture, c'était pour le 5, on a été obligé le 4, on a été obligé de reporter ça au 25. Et nous avons été, en tant que parents d'élèves, nous avons été avec l'autorité de tutelle de l'école, nous avons été pour l'ouverture et ainsi de suite. Et j'avoue que ce jour-là, quand même, il y avait beaucoup qui portaient les masques. Si ce n'est pas folklorique, je crois que vraiment beaucoup portaient ça. Mais il manquait également beaucoup de kits au niveau des écoles, ça il faut le dire. Et je ne sais pas vraiment si on a les moyens, si le gouvernement du Mali a les moyens d'équiper toutes les écoles, même les écoles privées. Vraiment, tu sens nettement que vraiment l'effort n'était pas au rendez-vous. Mais M. Kanouté disait tout à l'heure que les mesures barrières ne sont pas suffisamment respectées. Mais ça, c'est clair, ça. Oui, je suis obligé d'être honnête avec toi, le reconnaître et faire mon mea culpa en tant que parent. Donc vous reconnaissez que... Je reconnais sincèrement parlant que les kits-là ne suffisent pas. Et maintenant, je me pose la question maintenant, à qui maintenant vraiment faire recours pour pouvoir soigner ce mal-là. Parce que je suis vraiment un néophyte de la médecine, donc je ne connais pas beaucoup de choses. Mais ce que je vois à longueur de journée à travers les médias, vraiment me fait peur et me fait craindre beaucoup pour nos enfants. Monsieur Djugamadi Sissoko est revenu sur ces liens en disant que c'est réellement les mesures barrières ne sont pas suffisamment respectées. Est-ce que vous maintenez toujours votre position sur le respect de ces mesures barrières par les élèves et étudiants? Évidemment, comme je le disais, ça ne peut pas être respecté à 100% comme on le veut. Parce qu'il faut d'abord... Mais M. Kanouté disait que la majeure partie des élèves et étudiants ne respectent pas. Mais vous disiez que la majeure partie respecte ces mesures barrières. Je le maintiens parce que, comme je l'ai dit, les mesures barrières, elles sont de plusieurs types. Aujourd'hui, dans nos écoles, s'il y a une mesure qui est vraiment respectée par les élèves et les étudiants dans nos établissements, c'est le port du masque. Mais après, il faut éviter de se serrer les mains, il faut éviter de se faire des accolades. Là, ça dépend maintenant d'une responsabilité individuelle de la personne en question, parce qu'aujourd'hui, des sensibilisations sont faites. Mais si dans nos établissements, des gens continuent à se serrer la main, et pour ça, on va dire que les mesures ne sont pas respectées, on ne peut pas aller à zéro, en fait. Par exemple, aujourd'hui, quand vous prenez la distanciation sociale dans les universités avec nos effectifs pléthoriques, je prends le cas, par exemple, de l'université dans laquelle je viens. Je suis de la faculté de médecine et d'odontostomatologie de la faculté de pharmacie. Alhamdoulilah, chez nous, ça va un peu parce que déjà, nous sommes médecins, nous sommes pharmaciens, nous sommes beaucoup plus conscients peut-être de l'enjeu de la maladie que d'autres. Mais après, la distanciation sociale, c'est difficile de respecter quand tu as un amphi de 800 places pour 2000 étudiants, c'est compliqué. Mais le port du masque, il est obligatoire et il est respecté. Donc, quand on prend cette mesure, ça va.
mais après, tout ne peut pas être à 100%. Voilà. Vous parlez de responsabilité collective et responsabilité individuelle. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails là-dessus? Que voulez-vous dire à ce niveau? La responsabilité, elle est collective. Dans la mesure où aujourd'hui, si on veut réellement aller vers le respect des mesures barrières à 100% dans les établissements du Mali, il faut l'implication de tout le monde. L'État, les enseignants, les parents d'élèves, pour donner à ces écoles le nécessaire. Les élèves et étudiants également, pour donner... Non, je parle d'abord de l'État, les parents d'élèves, les enseignants, déjà pour permettre à ces écoles-là d'être dotées de kits pour pouvoir respecter les mesures barrières. Maintenant, quand je parle de responsabilité individuelle, il s'agit de tout un chacun, au-delà des élèves et étudiants du Mali. Notre papa vient de parler tout de suite de Sotrama et autres, ça peut se choper partout. Donc, il s'agit de la responsabilité de l'individu, de comprendre qu'en réalité, en me protégeant moi, je protège les autres. C'est de ça que je veux parler en parlant de responsabilité collective et de responsabilité individuelle. Et justement, est-ce que vous pensez que cette réunion, cette collaboration entre les différents acteurs que vous venez de citer a eu lieu pour permettre une meilleure prise en compte de la responsabilité collective? Aujourd'hui, cette collaboration, elle est effective. On ne peut pas dire le contraire. Peut-être ce que nous voulons, les objectifs que nous voulons atteindre ne sont pas réellement atteints, mais la collaboration aujourd'hui, elle est effective parce que l'État fait de son mieux. Il y a, comme le parent d'élève vient de le dire, notre papa, il y a des kits disponibles, même s'ils ne sont pas suffisants, mais ils sont disponibles et il faut le reconnaître. Les enseignants font de leur mieux en sensibilisant les élèves, les professeurs font de leur mieux en sensibilisant dans les universités. Vous pensez qu'ils montrent l'exemple, les enseignants, dans les différentes écoles et même les universités, en respectant eux-mêmes les mesures barrières? Aujourd'hui, je vais me permettre, vous m'excusez, mais je vais vous permettre de vous avouer que je ne marche pas dans toutes les écoles du Mali. Mais après, que vous avez, de façon générale, les enseignants, les professeurs au niveau des universités sont réellement impliqués pour que les choses changent. Et je pense qu'aujourd'hui, réellement, ils sont un exemple. Ils sont un exemple de ceux que je connais. Ils sont réellement des exemples. L'êtes-vous de façon générale, les enseignants? Est-ce que vous montrez le bon exemple aux élèves? Les enseignants ont toujours montré le bon exemple par rapport à cette situation. En êtes-vous sûr? Parce que vous disiez que dans les écoles où se trouvent les enseignants et aussi des élèves et étudiants, la majeure partie de ces acteurs ne respectent pas les mesures barrières. Donc, est-ce que les enseignants font partie de ce lot? Bon, dire qu'ils ne respectent pas les mesures barrières, peut-être là, à 100%. Le 100% n'existe nulle part. L'école n'est pas différente des autres secteurs. On voit de façon globale comment la gestion de cette, de cette maladie est en train de se faire, le comportement des gens un peu partout. Donc, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. L'école n'est pas un cas isolé. Donc, ce qui fait que véritablement, c'est un peu compliqué. Nous avions proposé en son temps, la synergie a proposé à ce qu'on essaie de revoir à la baisse l'effectif des élèves dans les classes, soit 30 par classe, et essayer de voir, prendre des dispositions pour faire en sorte que, même s'il y a lieu, recruter d'autres enseignants, même s'il y a lieu, faire des recours à des heures supplémentaires pour faire en sorte qu'on puisse respecter un tant soit peu ces mesures barrières. Donc, tel qu'on voit les élèves assis dans les salles de classe, véritablement, c'est compliqué. C'est compliqué. Sinon, on a quand même initié, moi, par exemple, j'interviens au niveau du lycée Mohamed Borj, on a fait en sorte qu'il puisse avoir un comité de veille. Et déjà, la synergie avait demandé à ce que cette mesure-là soit généralisée à toutes les écoles, qu'on mette en place des comités de veille. Nous, à notre niveau, on l'a fait. On essaie quand même, quand le gel est arrivé, on a fait en sorte que quand même chaque classe soit dotée en gel hydroalcoolique. Ça, quand même, on est en train d'utiliser ça au quotidien. Le masque, un masque par élève, la plupart des élèves quand même ont eu les masques. Les enseignants, en ce qui les concerne, servent d'exemple, ont toujours montré l'exemple par rapport au port du masque, par rapport à l'utilisation du gel et à d'autres dispositifs. Même on va au-delà pour essayer de mettre en avant les conséquences. Vous parlez d'heures supplémentaires, ça me permet de vous poser une question qui concerne le temps réel d'apprentissage, le TRA. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs c'est quoi le TRA, le temps réel d'apprentissage?
Quand on parle du temps réel d'apprentissage, c'est le temps imparti, temps pendant lequel les cours doivent être exécutés. De façon globale, au niveau de l'UNESCO, les 25 semaines réglementaires sont là. Mais quand on essaie de prendre de façon globale pour cette année exceptionnelle, il est très difficile d'aller au respect du temps réel d'apprentissage. Raison pour laquelle la synergie a été saisie. Par exemple, au niveau de l'Académie de la Rive Gauche, pour faire en sorte que, ensemble, tous les partenaires de l'école, on puisse marcher main dans la main pour faire au moins de sorte qu'on puisse aller à épuiser les 2/3 du programme. Donc, on a mis en place des stratégies pour faire en sorte qu'on puisse respecter ça, épuiser les 2/3 du programme. Et on a revu les programmes de façon générale pour faire en sorte qu'on puisse au moins épuiser ça. Vous dites que cette année, ça va être difficile de l'épuiser, mais est-ce que ces dernières années, même ce temps réel d'apprentissage a été épuisé? Ces dernières années, force est de constater qu'on a été buté à pas mal de difficultés, de contraintes, de mouvements. Vous signalez que ça va être le cas encore. Le terreau est posé. Cette année n'est pas différente des autres années, mais faudrait-il que chacun joue sa partition pour qu'on puisse aller à une année apaisée, à une année normale, sachant bien que déjà il y a l'aspect de la maladie qui est là, qui à tout point de vue est en train de perturber. Je vous redonnerai la parole tout à l'heure pour parler de la partition de chacun. Mais déjà, M. Djougamadi Sissoko, qu'est-ce que ça vous fait en tant que parent d'élèves d'entendre que vos enfants qui sont à l'école ne vont pas bénéficier du temps qu'il leur faut pour pouvoir apprendre leurs leçons, apprendre à l'école? Bon, moi je voudrais vous dire d'abord, je reviens un peu en arrière concernant la Covid, ou bien le Covid là. Et vous voyez dans nos classes actuellement, vous avez des classes qui font 100 et quelques élèves. Vous allez les distancier comment? Avec quel miracle? Ça va être difficile, Touré. Je crois que maintenant, il faut maintenant prendre des mesures concernant ces dispositions-là. Quand vous avez des classes d'examen qui font à peu près 110, 120 élèves, vraiment, même si vous êtes, je ne sais pas, le plus grand samaritain, vous ne pourrez jamais vraiment combler ce trou-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faudrait maintenant qu'on essaye de voir ensemble qu'est-ce qu'il faut faire. Maintenant, concernant le temps d'études, pour un temps d'études normal, il faut 172 jours à 182 jours, normalement. Mais compte tenu de ce que nous avons vécu, ça fait maintenant pratiquement 3 ans. C'est un rêve que d'y croire. Et moi, je crois que vraiment, on ne pourra jamais, il va être vraiment difficile pour l'école du Mali de récupérer ce qui s'est passé. Alors maintenant, il va falloir maintenant qu'on s'y mette. C'est pour ça que nous avons tous encouragé à ce que les enseignants soient rétablis dans leurs droits de l'article 39. Et bien d'autres arriveront encore. Maintenant, il faut qu'eux-mêmes nous aident maintenant, parce qu'eux, ce sont les forgerons de la vie. Donc, vous pensez qu'il va être difficile déjà de récupérer ce qui a été perdu? Il va être difficile de récupérer. M. Kanouté estime qu'il va encore y avoir une perte de temps encore. Ça, c'est encore faire la politique de l'autruche. Moi, je n'aime pas du tout me caresser dans le sens des poils. Il y a un état général qui est là. Les gens ont pris des habitudes. Le chômage devient maintenant, sinon l'oisiveté devient maintenant, je ne sais pas, la monnaie courante de tout le monde maintenant. Personne ne veut encore se suer pour travailler. Même les enseignants, ce qu'ils disent là-bas. Moi, je crois les doigts, mais je crois que vraiment, il va être difficile vraiment de revenir encore au temps. Est-ce que la Covid-19 va empirer la situation? Mais forcément, forcément. Et nous avons un peu de chance au Mali ici, ou du moins d'enfants. Moi, je crois que vraiment chez nous, quand il fait chaud, cette maladie-là, elle régresse un peu. Mais quand il fait encore frais, ça revient encore. Et quand les gens se mettent beaucoup ensemble concernant les concerts, concernant Studio les Tamani a posé cette question notamment aux spécialistes de la santé, oui. La plupart à qui on a demandé, notamment Dr Sinenta, qui estime que scientifiquement, cela n'est pas prouvé que la chaleur puisse avoir un impact. J'ai dit ce que je crois. Je ne suis pas docteur. Justement, je donne juste la précision pour les auditeurs et les téléspectateurs. Oui. Quand je lis les machins du jour là, je constate que bon, quand il fait chaud, il y a moins de. Ça, c'est mon point de vue. Ça, c'est le point de vue de Djougamadi, qui n'est pas spécialiste du tout. D'accord. Bon, maintenant, ce que j'ai remarqué, en tout cas, quand il fait un peu chaud, ça va un peu mieux. Mais quand il fait encore un peu plus froid, je crois que ça revient encore oui, parce que quand vous dites ça, en ce moment, les spécialistes de la santé parle d'une augmentation du taux encore, pourtant il fait chaud. D'accord, je vais les croire parce que je crois qu'ils sont spécialistes. Mais maintenant, ce qui me fait peur, c'est que nous avons des relations trop étroites entre nous.
nos relations sont tellement étroites que finalement, nous sommes dans un groupe, dans un minimum de cercle là, où beaucoup de gens se trouvent là-dedans. Et vraiment, le contact est très rapide. Et surtout les élèves. Parce que les enfants, on a dit, d'après ce que la santé nous a dit, que ce sont les enfants qui sont les plus grands porteurs des germes. Et ces mêmes enfants-là ne sont pas vulnérables souvent, mais ils transportent les virus. Donc ça veut dire quoi? Il faut maintenant qu'on trouve une solution au niveau de l'école pour essayer de trouver maintenant que certaines viennent le matin, que d'autres viennent le soir, et même que si on peut trouver d'autres heures. Et je crois que les enfants, même les anciens ne sont pas dans cette optique-là. Mais est-ce qu'avec cette solution, M. Askofari, vous pensez que ce temps réel d'apprentissage va pouvoir être respecté? C'est difficile parce qu'aujourd'hui, il faut avouer que nous continuons avec les conséquences de la pandémie. Vous savez, jusqu'au jour d'aujourd'hui, au niveau scolaire, dans les enseignements primaires et secondaires, et ils ont repris les cours. Mais vous savez, aujourd'hui, au niveau des universités, il y en a qui sont en train de boucler l'année, cette année précédente. Donc, mais aujourd'hui, tout le monde est impliqué pour que nous puissions aller très rapidement vers une nouvelle rentrée au niveau universitaire. Et je pense que c'est réellement, comme l'a dit tout de suite le représentant des parents d'élèves, c'est une question de volonté. Aujourd'hui, il faut qu'on ne soit pas paresseux, qu'on se mette réellement au travail et qu'on ait déjà la volonté de rattraper ce temps perdu. Vous vous adressez à qui en ce moment, qu'on ne soit pas paresseux? Il s'agit de tout le monde. Il s'agit de tout le monde. Il s'agit de tous les acteurs, de tous les partenaires de l'école pour que nous puissions réellement sortir de cette situation, parce qu'il ne faut pas oublier qu'après, nous sommes les premières victimes. Le temps perdu, notamment l'année dernière, est-ce que vous pensez que les élèves, les étudiants vont pouvoir rattraper ça en ce qui concerne leur niveau d'études? Le temps perdu ne se rattrape pas. C'est très compliqué. Le temps perdu ne se rattrape pas. Mais vous savez, aujourd'hui, je pense que en tant qu'étudiant, en tant qu'élève du Mali, nous devons comprendre aussi qu'au-delà de l'école, il y a une formation qui existe. Et je pense que nous devons aussi aller vers cela. En fait, ce n'est pas à l'école que nous sommes censés tout recevoir. Ce n'est pas à l'école que nous sommes censés tout recevoir. Nous recevons quelque chose à l'école, mais après, il s'agit à nous d'aller compléter ces savoirs-là. Comment? Aujourd'hui, vous savez, à l'école, nous avons un système. Par exemple, en début d'année, nous recevons le programme de l'année. Le programme de toute l'année, nous recevons les leçons qui doivent être faites, les chapitres, etc. Donc, je pense que si à l'école aujourd'hui, nous n'arrivons pas à épuiser toutes ces leçons que nous sommes censés faire, l'élève conscient ou l'étudiant conscient peut être plus curieux et aller découvrir. Et je pense que ça aussi, c'est un moyen de formation au-delà de l'école. Donc, rattraper le temps perdu, ça va être compliqué, mais après, c'est une question de volonté. Si tout le monde s'y met, on peut y arriver. Est-ce que cela est possible avec les élèves du fondamental, notamment, M. Kanouté? Demandant si cela est possible, faites allusion à ce qu'il vient de dire tout de suite. Et il dit que les élèves, les étudiants ne devraient pas se limiter seulement aux cours qui sont donnés dans les différentes écoles ou universités. Oui. Que si le programme est déjà connu à l'avance et que les leçons qui doivent être étudiées sont également connues, que les élèves ou les étudiants eux-mêmes devraient pouvoir également se documenter, apprendre à côté aussi. Oui, il y a une panoplie de mesures qui ont été proposées par véritablement les syndicats d'enseignants. Déjà au niveau du ministère de l'Éducation, on n'est pas sans le savoir, on a proposé par exemple de revenir aux cours à distance qui étaient dispensés l'année dernière pour essayer de compenser un peu le vide qui sera créé par cette période-là. Donc, on a quand même fait en sorte quand même de faire des propositions concrètes en termes de mesures pour faire en sorte de résorber un tant soit peu ce temps-là. Maintenant, le
représentant de l'APE Sissoko, en parlant de paresse ou encore d'oisiveté, je ne sais pas là où il veut en venir concrètement. Oui. Mais avant cela, j'aimerais juste reposer la question qui concerne les élèves du fondamental. Les étudiants, par exemple, peuvent être majeurs pour pouvoir aller se documenter eux-mêmes, chercher à savoir davantage sur les leçons et autres. Mais est-ce que les élèves du fondamental, un élève par exemple de la 3e, 4e année, peut avoir ce réflexe-là de dire qu'il va aller chercher à savoir davantage? Est-ce que vous pensez que ça c'est possible? Il y a des dispositions qui peuvent être prises à ces niveaux par l'État, par les partenaires de l'école, par le ministère de l'Éducation également, pour faire en sorte qu'on puisse donner des cours. On puisse donner des cours à domicile. Mais en ce moment, est-ce le cas? Est-ce que ces dispositions-là existent? Ces dispositions-là n'existent pas. Nous n'avons quand même pas manqué de proposer ça au ministère de l'Éducation, notamment quand on a été saisi pour que nous puissions donner notre point de vue sur la question. Sinon, en essayant d'aller avec ça, d'associer les cours à domicile aux cours qu'on fait à l'école, peut-être ça nous permettra de rattraper un peu le temps réel d'apprentissage. Sinon, cette année, réellement, concrètement, on ne peut pas rattraper, on ne peut pas respecter le temps réel d'apprentissage. En ce sens qu'on a commencé l'année pratiquement en retard, très en retard. 4 mois de retard déjà. Comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir récupérer ça? Vous posez une question à Djougamadi Sissoko, mais tout de suite il y a Askofari qui estimait que ce sont les parents d'élèves même qui devraient d'abord commencer à s'impliquer dans ce dispositif-là. Est-ce que les parents d'élèves s'impliquent suffisamment dans l'apprentissage? Mais nous sommes obligés de nous impliquer au niveau de l'école de base. Non, les parents ne sont pas les mêmes entourés. Moi, j'ai été à l'école, je peux avoir un certain comportement, mais celui qui a toujours été charité dans sa vie ou bien un pousseur de est-ce qu'il va avoir la même réflexion que moi? Non. Il va falloir maintenant que tout le monde se mette ensemble pour essayer vraiment de donner même des idées à cela. Mais certains ont été à l'école et travaillent, mais n'ont pas le temps ou n'accordent pas le temps souvent à leurs enfants pour pouvoir les accompagner. Je te dis que nous avons pris maintenant des nouvelles habitudes. Il y a bientôt belle lurette maintenant au Mali ici. Et c'est ce qu'il faut vraiment changer. Sans quoi le système LMD au niveau des supérieurs, là, ça responsabilise l'enfant qui oublie d'avoir un comportement plus autonome. N'est-ce pas, Askofari? Mais maintenant... C'est censé l'être, mais est-ce que ça l'est? Mais ils sont obligés parce que tu es obligé de te comporter comme tel. Parce que dans peu de temps, nous allons avoir des examens qui vont se passer dans les mêmes temps, dans les mêmes pays, dans tous les pays le même jour, et les mêmes sujets. Les comportements doivent changer maintenant en fonction de tout cela. Bon, maintenant, au niveau des primaires et consorts, nous sommes obligés maintenant d'avoir d'autres comportements, nous, parents d'élèves. Il faut vraiment qu'on l'ait maintenant. C'est ce que moi, je dis tout le temps à mes rencontres, je dis aux parents d'élèves, faites tout pour maintenant revenir à l'école. Vous avez laissé l'école dans des mains qui ne sont vraiment pas celles qu'il faut vraiment pour nos enfants. Donc, il faut que nous-mêmes ayons maintenant la tutelle, maintenant, à mieux cadrer nos enfants et que nous-mêmes, on les cadre à la maison. Parce que l'enfant, est à partir de l'école, va dans la rue, aussi bien dans la famille. Tous ces 3 facteurs-là sont très importants pour l'élève. Il faut maintenant que les parents réalisent que leur rôle là est primordial. Il faut que nous le disions entre nous et qu'on revienne maintenant sur de nouvelles bases. Parce que ce retard-là, en fait, c'est dû à nous-mêmes. Quand je l'ai dit, j'ai dit tantôt que les enfants là ont par le comportement du gouvernement, des syndicats aussi bien que de nous parents d'élèves. Ça a choqué certains, mais c'est la vérité. Pendant tout le temps que nous avons perdu pour les négociations autour de l'article 39. Cela dit en passant, et on n'a pas voulu accorder l'article 39 là en son temps. Et 2 ans après, avec un coup de baguette magique, on sort ça. Mais on a perdu combien de temps? On a pris des habitudes entre-temps. On a des jugements qui sont là, que nous faisons nous-mêmes. Donc ça ne peut pas aller. Est-ce que vous voulez dire qu'au Mali, on règle les problèmes trop tard? Au Mali, on a comme je ne sais pas comment on peut appeler ça encore, quand on rencontre un problème, on ne le résout pas. On le contourne pour aller devant encore. Et le même problème nous rejoint encore, on est maintenant en aval, et étant plus gros encore, plus enrichi encore, et nous n'avons pas, parce que nos fonctions ici sont précaires et je ne sais pas moi. Quand tu nommes un directeur ou bien un ministre, ça fonctionne tellement précaire qu'il ne peut même pas dire, donc il est pressé de partir, il veut même partir, il n'a pas le temps de régler les problèmes. Il faut maintenant que nous ayons des comportements qui nous permettent de résoudre nos problèmes à temps réel. Est-ce que vous pensez en termes de solutions que les cours privés peuvent également aider à rattraper? Mais ça, c'est encore la scission entre nos enfants. Vous avez maintenant une école à 2 vitesses que vous nous proposez maintenant.
Celle je ne des propose enfants... pas, je pose une question. Non, c'est vraiment, je suis vraiment gêné de te dire ça, mais ça c'est maintenant faire la scission même entre nos enfants, montrer les enfants qui ont des parents riches et ceux qui n'en ont pas du tout. Moi, je n'ai pas d'argent. Si je n'ai pas d'argent pour aller mettre mon enfant au privé ou lui donner un enseignant que je paye à 5 000, 10 000 francs par mois, est-ce que vraiment c'est de ma faute? Mais est-ce que l'enfant, c'est sa faute aussi de ne pas bénéficier de ça? Donc voilà, il va falloir maintenant trouver d'autres synergies, d'autres opportunités pour nos enfants. Est-ce que ces systèmes de cours privés posent problème aujourd'hui? Parce qu'il semblerait que dans certaines universités, il y aurait des enseignants, par exemple, si vous n'achetez pas leurs brochures, si vous n'êtes pas inscrit à leurs cours privés, ça risque de jouer sur vos notes, que dans les écoles également, que cela existe. Est-ce que vous avez ces informations? Oui, c'est un système qui existe depuis bien longtemps. Moi, je me souviens de mes années lycée. Quand tu faisais le baccalauréat, il fallait être dans les cours privés d'un tel professeur ou d'un tel monsieur pour pouvoir bénéficier de certaines choses que parfois tu ne bénéficies même pas en classe. Et il faut se le dire, aujourd'hui c'est une réalité au Mali, mais il faudrait que les mentalités changent. En réalité, ce système de cours privés dans les lycées, on ne peut pas l'interdire en fait. On ne peut pas l'interdire, mais il faudrait que ce soit réglementé. Lorsque tout est cadré, on pourra mieux s'en sortir. Mais après, les achats de brochures, etc. Vous êtes accusé, les enseignants, de souvent donner des cours, par exemple, à travers les cours privés qui ne sont même pas donnés dans les programmes classiques auxquels tous les élèves devraient bénéficier. Bon, on peut nous taxer de ça, mais en réalité... Est-ce que vous reconnaissez? Nous ne reconnaissons pas ça. Ça, ils ne le feront jamais. Nous ne reconnaissons pas ça. Pourquoi? Nous sommes investis pour une mission. Nous l'accomplissons à hauteur de souhait. Mais est-ce qu'il n'y a pas certains qui en font un fonds de commerce? Autant que faire se peut. De là à dire qu'on en fait un fonds de commerce, véritablement, moi je trouve que c'est essayer de déplacer le débat. En réalité, c'est des choses qui sont là. Quand les est-ce que élèves l'AIM et le parent d'élève Djougamadi Sissoko se trompent sur ce sujet? Bon, ils se trompent de sujet en essayant de faire de ça. Non, ce qu'ils disent là, non, si c'est une réalité, est-ce qu'ils se trompent ou est-ce que c'est une réalité? Bon, une réalité, dire que c'est une réalité, là, c'est essayer de déplacer le débat. Non. C'est un sujet qui est soulevé. Est-ce que vous reconnaissez? Ça n'est pas un. Les cours privés, on a demandé si c'était une solution. Et aujourd'hui, M. Djougamadi pense que ces cours privés posent un problème. M. Askofaré également a soulevé certains problèmes, selon lui, qui relèvent de ces cours privés. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces problèmes qui sont soulevés par ces deux invités? Bon, peut-être que la question a été mal posée. Si vous avez parlé, par exemple, ils ont répondu à des questions. Est-ce qu'ils ont mal répondu? Si vous avez parlé de cours de rémédiation, d'accord. Organiser des cours de rémédiation on pour faire en sorte de privés. Est-ce que les problèmes qu'ils ont soulevés, M. Kanouté, est-ce que vous êtes au courant de ces situations-là? Est-ce que vous les reconnaissez déjà, ces problèmes? De façon spécifique, nous sommes investis d'une mission. Nous l'accomplissons. Nous l'accomplissons à hauteur de souhait. Et tout ce qu'on peut dispenser, tout ce qu'on dispense dans les cours privés. Les cours privés, c'est des réalités qui sont là. En ce sens que les élèves ou encore les étudiants n'ont pas forcément le même niveau, le même degré de compréhension. Donc, il y en a qui estiment que ces cours privés peuvent être un tremplin pour eux de pouvoir rattraper les autres et de pouvoir se mettre à un niveau leur permettant de passer les différents examens, les différents de réussir leur cursus scolaire ou encore universitaire. Donc c'est à ce niveau que véritablement ces cours privés-là interviennent. De là à dire que ça empiète sur le temps réel d'apprentissage ou encore le niveau, là, c'est un peu essayer de placer le débat. Monsieur Djougamadi, si vous pouvez réagir. Je vais venir à son secours. Parce qu'en réalité, il y a un certain mercantilisme qui existe au niveau de certains enseignants. Et je crois que vraiment, on ne peut pas vouloir d'une chose et puis son contraire. C'est tout à fait normal qu'ils aient des ambitions pour leur développement, pour leur plan de carrière. Le mercantilisme a atteint un seuil actuellement où moi, ça me fait un peu peur. Parce que tout le monde court derrière l'argent. Et encore plus, les enseignants plus que tout autre d'ailleurs, au niveau de l'école. Et quand on demande maintenant aux enfants enfin, quand on dit on propose des cours de rattrapage de ceci là aux enfants, c'est tout à fait normal que l'enseignant aspire à quelque chose.
Mais maintenant, au niveau du supérieur, il y a souvent des méthodes que moi je déplore. Tous les enfants sont égaux devant toi. Tu es obligé de leur enseigner les mêmes cours. Mais quand tu viens avec des brochures que tu vends aux enfants de façon avec des prix plus ou moins exponentiels, moi je crois que vraiment c'est là où le bas blesse. Je n'ai pas dit qu'on ne doit pas avoir des affinités avec certains élèves et leur montrer pas mal de choses, ça c'est vrai. Mais maintenant, en faire une source de mercantilisme, moi vraiment je ne suis pas très d'accord. Et je crois que c'est ce qui existe. Je crois que même à un moment donné, vous avez reçu des notes qui ont dit de ne plus procéder. Enfin, ce procédé, je crois qu'on l'a interdit il n'y a pas très longtemps, si ma mémoire est bonne, à Skoufaré. À un moment, j'ai appris qu'on avait défendu aux enseignants, aux enseignants du supérieur là, de vendre des brochures, ceci, cela. Bon, peut-être qu'on les vend sous la table, mais moi je pense que c'est très très mauvais pour notre système. Alors, des écoles restent fermées à l'intérieur du pays. Certains élèves ont été déscolarisés et aujourd'hui, les différents invités du Grand Dialogue estiment qu'il sera difficile de respecter le temps réel d'apprentissage, selon M. Kanouté, qui consiste en 25 semaines d'apprentissage par année. Alors, dans ce contexte, quelle solution pour avoir une bonne éducation dans ce pays pour le long terme, M. Askoufari? Sur le long terme, pour que cette éducation malienne reprenne réellement, je pense qu'il va falloir être patient. Mais ça demande beaucoup de patience, mais il va falloir aussi que chacun connaisse ses responsabilités vis-à-vis de l'échec qu'on connaît aujourd'hui, à tous les niveaux. Que ce soit les parents d'élèves, que ce soit les enseignants, que ce soit l'État, que ce soit nous-mêmes syndicats d'étudiants. C'est vrai, par le passé, ça n'a pas toujours été très rose, mais après, il faudrait qu'on reprenne conscience et que chacun revienne à ses responsabilités. Aujourd'hui, tout le monde doit se sacrifier pour qu'en fait, nous puissions sortir de ce gouffre. Les élèves et étudiants du Mali sont le futur de ce pays et tout doit être mis en œuvre à tous les niveaux pour que la relève soit assurée dans ce pays. C'est ce que je pense. Alors, à vous, M. Kanouté, quelle solution aujourd'hui pour une bonne éducation au Mali? Pour une bonne éducation au Mali, il faudrait que tout le monde s'assume, il faudrait que chacun joue sa partition. Et l'AEM et les syndicats et les parents d'élèves et même l'État, il faut que chacun joue sa partition. Nous, à notre niveau, pour les syndicats, la grève, c'est le dernier recours. Ce n'est pas de plein gré qu'on va en grève. Si on va en grève, c'est qu'on a des doléances qui sont là, qui sont à la traîne, qui font que véritablement on va. C'est le dernier recours, c'est la dernière arme. Il y a des choses qui sont là déjà, des actes qui sont posés. Depuis pratiquement 2019, parmi nos 9 points de revendication qui ont été retenus à la dernière minute, il y a des choses encore qui restent à la traîne, qui n'ont pas été prises en compte. Donc, c'est des aspects, c'est des situations qui sont là, auxquelles l'État et les partenaires doivent faire face pour qu'on puisse aller à une année normale, à une année apaisée. Et par rapport aussi à cette année, donc en dehors même de la question des points de revendication qu'on avait depuis l'année surpassée, il y a le fait aussi que des actes administratifs qui sont là, qui sont à la traîne en termes d'avancement, de hiérarchisation, de titularisation. Est-ce que ça veut dire il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont là, qui sont à la traîne. Alors, tout ce que est-ce que ça veut dire qu'on risque une nouvelle grève des enseignants? Tout ce que nous avons prôné, c'est toujours le dialogue. C'est toujours le dialogue qui a prévalu. Nous avons toujours anticipé et nous continuerons à le faire. Nous ne manquons pas. Chaque fois qu'il y a des choses qui sont là, qui traînent, on donne l'alerte. On informe les autorités à travers des correspondances. On tient souvent des conférences de presse, des rencontres. Tout cela pour éviter d'aller à des mouvements pouvant perturber. Mais le risque existe. Pouvant perturber. Est-ce que le risque existe? Déjà, si l'alerte est donnée, si les doléances sont prises en compte, les actes administratifs, imaginez-vous, si elles ne sont pas prises en compte, il y a des gens qui n'ont pas avancé. Si l'avancement c'est chaque 2 ans, au niveau des collectivités, les choses traînent à telle enseigne que depuis 2017, c'est des gens qui ont avancé. C'est en cette année 2021 déjà que les avancements sont sortis. C'est des situations qui doivent être revues véritablement. Alors, Monsieur Sissoko, à entendre M. Kanouté, la Covid-19 risque de ne pas être le seul problème à gérer. Voilà.
Voilà. Je Par crois rapport que au temps vraiment, réel il ne d'apprentissage. faut pas se leurrer du tout. Je sais qu'on a ouvert la boîte à Pandore, il va falloir maintenant s'y faire. Et je suis sûr et certain maintenant que nous allons assister à beaucoup d'autres, je ne sais pas moi, de la part des enseignants. Et ça, moi, je m'y attends. Et surtout, ce que je crains, ce sont les collectivités, les anciens des collectivités, que je suis vraiment chagriné de les voir comme ça. Parce qu'en réalité, le principe même de la décentralisation là, n'a pas réussi du tout. Et ces jeunes gens-là souffrent en réalité, parce que souvent, il n'y a pas de fonds pour les payer. Et ça fait mal. Et figurez-vous que récemment, nous nous sommes mis ensemble dans nos différentes communes, dans nos différentes circonscriptions, pour pouvoir maintenant en parler. Pour leur salaire, que leur salaire tombe désormais à partir du 25 du mois, que leur salaire soit vraiment au niveau de la payerie. Monsieur Sissoko, moi j'ai une question. Oui. Vous reconnaissez tous qu'il faut que chaque acteur connaisse ses responsabilités, que chacun joue son rôle, que c'est le dialogue qui va résoudre les différents problèmes. Oui. Mais j'ai l'impression que chacun répète ça au fur et à mesure, plusieurs années durant. Mais qu'est-ce qui empêche cela aujourd'hui? Ce qui empêche cela, c'est qu'en fait, l'État ne joue pas souvent son rôle. Les transferts de compétences et de ressources, là, ça ne va pas du tout. Des communes comme Djago, comme quoi là, où est-ce qu'ils vont sortir l'argent? Bon, Djago d'ailleurs, ça va parce qu'il y a des usines à Djago. Et Djago bénéficie de pas mal de ristournes de la part de ces usines-là. Mais il y a des communes qui n'ont pas de ressources. Comment ils vont payer leurs enseignants? Il faut que l'État pense à tout ça, là. Et puis maintenant, ceux qui n'ont pas de ressources, maintenant que l'État trouve les moyens vraiment de Est-ce que les parents d'élèves jouent leur rôle? Mais qu'est-ce que vous voulez que nous on fasse? Nous, les parents d'élèves. En réalité, notre rôle vraiment est très minime là-dedans parce qu'en réalité, notre voix ne porte plus. Parce que pourquoi? Est-ce que les enseignants jouent leur rôle? Mais les enseignants, maintenant, eux, ils sont obligés de courir derrière leurs avoirs. Est-ce que les élèves et étudiants, notamment à travers les associations, jouent leur rôle? Bon, maintenant, c'est ce que je voudrais dire maintenant à Skofari ici présent. Il est temps maintenant que l'AEM, vous prenez vos responsabilités. Vous êtes les aînés. Donc maintenant, soyez maintenant des références pour vos jeunes frères. Parce que je vais vous dire une chose aujourd'hui. L'AEM n'a pas été créée à notre insu, nous, parents d'élèves. On a cru que maintenant, c'est le moment vraiment de présenter vous-même vos problèmes afin qu'on y trouve des solutions. Et je crois que même en te voyant, toi, ton niveau, là, je sais que vraiment tu as un bon niveau. Il ne faut pas que les jeunes frères n'aient pas ce même niveau que toi. Parce que tu n'y penses pas. Alors, on va lui demander, lui, vous dites que quel est le rôle que les parents d'élèves doivent jouer et vous estimez que le rôle des parents d'élèves est minime. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Il faut qu'on se mette ensemble. Non. Oui. Aujourd'hui, le rôle des parents n'est pas du tout minime dans cette affaire. On parlait tout à l'heure au niveau du fondamental. Le papa l'a dit tout à l'heure. D'ailleurs, beaucoup de parents ont démissionné de l'éducation des enfants. Donc, le rôle n'est pas minime dans cette affaire. Maintenant, au plus haut sommet de l'État, les parents d'élèves sont impliqués. Aujourd'hui, je suis très ravi des conseils qu'ils donnent. Et aujourd'hui, je pense que l'AEM va montrer une nouvelle image. Voilà. Aujourd'hui, nous allons partir... J'en ai sûr. Aujourd'hui, je le dis, l'AEM est en train de partir sur de nouvelles bases. Est-ce que ce que vient de dire M. Kanouté vous inquiète par rapport au risque de grève? Bien sûr que ça ne peut que nous inquiéter. Et c'est aussi l'occasion pour moi j'espère qu'il y a au moins quelques membres du gouvernement ou quelques directeurs du sommet de l'État qui nous écoutent ce soir. Parce qu'en réalité, je pense que c'est un appel qu'ils lancent. Voilà. Et on espère maintenant, il nous reste 3 minutes. Comme on parle de Covid-19, on va commencer par vous. Que faut-il faire aujourd'hui pour que les mesures barrières puissent être mieux respectées dans les établissements scolaires et universitaires? Aujourd'hui, réellement, il faudrait continuer avec la sensibilisation. Parce que pour moi, ce problème au Mali, il est beaucoup plus individuel que collectif. Parce que l'État a beau déployer les moyens, on a beau faire la sensibilisation, mais si chacun ne se voit pas réellement ou ne croit pas en cette maladie, ça va être compliqué. La sensibilisation suffira-t-elle, M. Kanouté? La sensibilisation ne suffira pas, il faut des mesures à la limite, je ne dirais pas drastiques ou encore draconiennes. Il faut aussi
s'il le faut, aller à des sanctions pour qu'on puisse sortir de là. Mais je voudrais... Est-ce que vous êtes d'accord avec les sanctions, M. Sissoko? Le temps fait défaut des Bon, les sanctions, en réalité, ça ne suffit pas. Parce qu'il faut trois... Bon, je crois que le temps nous est imparti. Lesquels? Il faut d'abord convaincre l'individu, ou bien qu'il te suive ou pas parce que tu dis vrai, ou bien parce que tu parles la force. Mais la force, ça ne marche pas. Donc, mais il faut sensibiliser autant que faire se peut. Covid-19 et éducation, quels sont les enjeux pour cette année 2021 au Mali? C'était le thème du grand dialogue de ce soir. Nous remercions nos invités, Boubacar Kanouté qui représentait le syndicat des enseignants signataires du 15 octobre 2016, M. Ibrahim Ali Askofare qui représentait l'association des élèves et étudiants du Mali AIM et Djougamadi Sissoko, parents d'élèves. À la régie vidéo et audio, Seydou Ndaoua et Mamadi Keïta. Je suis Mohamedou Touré. On se retrouve demain pour un prochain numéro du grand dialogue de Studio Tamani. Merci à toutes et à tous et je rappelle que c'est un débat qui est en partenariat entre Studio Tamani et le programme d'engagement civique PEC financé par l'USAID. Merci à toutes et à tous. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue.